Bonjour à tous et bienvenue sur La Nuit Américaine, l'émission qui vous parle et qui vous présente tous les sports US. Autour du moi, un plateau vraiment magnifique. On a Naël, ça faisait longtemps que tu n'étais pas venu, content d'être là. Oui. Fabio, tu t'es venu à la première émission de l'année, ça fait un moment. Est-ce que tu es content de revenir à La Nuit Américaine ? Très content de revenir et en plus on va parler de bons sujets aujourd'hui donc ça fait plaisir. Mathéo, on va parler NBA, du coup t'es content, comment ça va ? Ça va très bien, on mange bien. Camille, on mange bien ? On mange bien. Ok. Les empanadas du Lidl sont délicieux. Oui, petit pub avec notre partenaire. On va faire comme d'habitude. On va changer que par rapport à d'habitude, ça ne sera pas des chroniques. On va juste parler de sujets un NBA, un NHL, les 500 matchs d'Indianapolis et un débat sur la Coupe du Monde. Énorme. Je pense que j'ai tout dit. On va finir par un quiz et un jeu. Si vous ne trouvez pas le jeu, là, vraiment, je vais être énervé. En vrai. Avant de commencer à parler du premier sujet NBA, Il est trop chaud. on va saluer Sacha qui a réussi à accréditer la nuit NHL à un match Canada-France. C'est quand même assez exceptionnel. Il a pu avoir accès aux joueurs, à la patinoire pendant tout le match. Donc allez voir sur les réseaux sociaux et bravo Sacha. Bravo. On va commencer avec la NBA, bien sûr, avec Wemby. Il a été élu défenseur de l'année, vous le savez, top 3 au MVP. Son équipe a terminé deuxième de la ligue. Et la Liane, il joue ses premiers playoffs. Après une série assez facile contre Portland, où ils ont gagné 4-1. Une série un peu plus accrochée contre Minnesota. Il fait face à OKC, le champion en titre, avec le MVP, SGA. Et on n'a pas été déçus. Les deux meilleures équipes de la ligue, 2 prolongations. Un match qui, le maximum de l'écart était de 10 points. Donc c'était serré du début à la fin du match. Vraiment, aucune équipe à lâcher. C'est vraiment un match qui a dans tous les sens. Et on est content parce que les Spurs ont gagné à la fin. Et qu'on a eu un grand ONB avec 41 points, 24 rebonds et 3 contres. Enfin, c'est une performance unique au 21e siècle, tout simplement. C'est le plus jeune à faire une telle stat en play-off aussi. Donc et surtout à ce niveau-là de la compétition, il n'y a que 3 personnes qui l'ont fait. Shaquille O'Neal, Karim Abdul-Jabbar et Wembanyama. C'est fou. On met vraiment c'est des joueurs qui sont top 10 all-time. Il rentre dans une catégorie à part. Du coup, les Spurs y mènent 1-0 contre le favori au titre, le champion. Est-ce que cette performance de Wembanyama, elle peut nous faire croire au titre des Spurs, le premier pour notre français, et est-ce que Wembanyama est le meilleur joueur de ces playoffs ? Dites-moi. Je trouve que sur le meilleur joueur des playoffs, c'est encore un peu dur à se prononcer parce que on l'a vu sur les séries précédentes, que ce soit contre Portland ou après contre les Wolves. Il a fait des bons matchs, mais pas un match aussi sensationnel. Là, ça a vraiment été son meilleur match des playoffs où il a été absolument au-dessus. Alors, il a fait un match à 14 contre, qui était légendaire. Mais le meilleur joueur des playoffs, je pense que s'il l'est, ça ne se joue pas beaucoup parce qu'il y a d'autres joueurs qui ont fait des playoffs énormes jusque maintenant. Mais en tout cas, il est dans les 3 meilleurs joueurs des playoffs, ça c'est certain. Après, pour le moment, je vois pas vraiment qui on peut mettre au-dessus. Enfin, on peut débattre, mais après, pour le moment, il fait des matchs de fou. Et les matchs qu'il rate, c'est parce qu'il a eu une blessure. Il a fallu mettre le coup de coude aux joueurs. Un coup de coude, mais à part ces 2 matchs-là, il a fait que des perfs exceptionnels, quoi. Ouais, non, il a fait son match à la contre, comme il disait c'est en mode ses points noirs dans les playoffs, c'est des matchs où il a pas joué. Oui, donc, voilà. Quand il joue, il score. Un qui aurait pu être le meilleur joueur des playoffs, SGA, il fait des playoffs plutôt compliqués. Ouais. Surtout au dernier match, il finit à 5 sur 13, un truc comme ça. C'est surtout qu'après le premier quart-temps, il est à 4 points. Oui, non, mais c'est même après la fin de la première mi-temps. Même en dehors de ça, ces playoffs, ils sont pas, il finit même pas à 20 points de moyenne sur les playoffs. Enfin, Wembanyama, dites-moi, je pense que Wembanyama est le meilleur joueur des playoffs jusqu'à maintenant. Après, les playoffs ne sont pas finis, il y a encore les finales à jouer. Mais SGA n'a pas fait grand-chose. Jalen Brunson porte les Knicks à l'Est. Ouais, ce que j'allais dire. Pas la même domination que Wembanyama. Il joue un peu moins, en termes de ratio, je pense qu'il a des stats en termes de points un peu similaires. En termes de points, peut-être un peu au-dessus à Wembanyama. Mais ce mec-là, il est tellement complet, ce qu'il nous propose offensivement, défensivement. Moi, je suis d'accord pour dire que c'est le meilleur joueur. Non, et puis là, on parle du match qu'il a fait 41 points, 24 rebonds. Il a cassé le jeu, en fait. Si vous voyez les réactions aux États-Unis, c'est de la folie. En France, on n'en parle même pas assez, alors que c'est stratosphérique. C'est ça qui est le plus fou sur Wemby, c'est qu'aux États-Unis, ça s'emballe comme si c'est un mec qui va rentrer, mais sans problème, dans le top 5 all-time. Et en France, il y a beaucoup de personnes qui sont réticentes à ça, qui contredisent même les Américains. Et je trouve ça assez dingue, quand même, que d'un Français, en fait, c'est les Américains qui s'emballent plus sur Wembanyama, alors que c'est un Français, quoi.
Ça paraît assez bizarre quand même. Je veux dire, en plus, les Américains, qui suivent sûrement ce sport plus que la majorité des Français, ils en ont vu passer des joueurs, des cracks et tout. Ils sont plus à même de dire lui, ça va être un top 5, un top 10 ou quoi. Donc c'est vrai que je comprends pas pourquoi il n'y a pas cette hype plus que ça en France. Quoi. Non, puis surtout que là, on parlait de SGA, et c'est vrai qu'il n'a pas fait des playoffs de fou, mais encore moins sur la confrontation contre Wemby. Sur le et Game One, on peut pas dire que c'est pas aussi la perf défensive de Wembanyama qui a forcé, qui a contré le jeu. Les Spurs, ils ont chaque fois que SGA a le ballon dans les mains, il y a 2 joueurs des Spurs qui lui montent dessus. Quand il se rapproche de la raquette, il y a Wembanyama, ça aide pas. Mais jusqu'à la fin du match, on n'a pas vu SGA. Il a mis ses points. Finalement, il doit finir à 15 points. 24 points. Il met 24 points. Dans l'overtime, c'est lui qui met quelques points. Mais le reste du match, on l'a pas vu. En fait, il était absent. Et s'il avait mis ses points, autant le OKC aurait gagné le match facilement. Et pour le coup, heureusement qu'OKC a Caruso sur ce match-là, parce que c'est lui qui sauve OKC. Il fait un match monstrueux à 3 points. Les Spurs commencent avec un 7-0 et OKC ne voit pas le jour, à part avec Caruso, comme tu l'as dit. Après, ça reste quand même, on va pas se mentir, la marque des grands joueurs. C'est-à-dire que SGA, on le voit pas de tout le match, et dans le moment le plus important qui est les overtime, c'est lui qui tient un peu son équipe à flot et qui fait une vraie perf comparée à c'est la première à ce à qu'il a fait avant. Que c'est important. Mais c'est ça. Comme donc oui, mais d'un autre côté, où on a beaucoup de joueurs critiqués parce qu'ils sont forts dans des matchs peu importants, puis dès qu'il y a les moments sous haute pression, ils craquent. Lui, c'est l'inverse sur ce match-là. Les 2 premières séries, 4-0 pour OKC, il n'avait pas besoin de se montrer comme il s'est montré en saison régulière. C'est pour ça aussi qu'il n'a pas les mêmes stats. Mais sur ce match-là, il a plutôt déçu SGA. Mais après, on va pas se mentir que Wembanyama, il a quand même changé la façon de jouer. Les gens ne peuvent plus attaquer les Spurs comme ils attaquent et défendre les Spurs comme ils défendent des 2 côtés du terrain. Quand tu as un impressionnant monstre comme Kei Wembanyama, tu peux pas attaquer comme tu vas attaquer une autre équipe. Et Wembanyama, ça n'a pas été le seul solide en défense en plus sur ce match-là. Dylan Harper, c'est énorme, c'est 7 interceptions sur le match. Il est impressionnant, c'est un rookie, on le rappelle. Et notre rookie, Carter Bryant, il fait une super entrée sur SGA qui ne voit pas le jour quand Carter Bryant est sur le terrain. Et sinon, pour le titre, est-ce que déjà, il faut passer au OKC, ça sera sûrement New York en finale. Est-ce que Wembanyama, dès ses premiers playoffs, peut aller chercher le titre? Moi, personnellement, je serais plus à l'aise de me prononcer après demain. Je pense que le match de ce soir va jouer beaucoup. Parce que si les Spurs prennent le deuxième match, ça peut absolument tout changer dans la série. Mais en tout cas, vu ce qu'ils nous ont proposé sur le premier match contre OKC, moi je dis qu'on peut y croire. Je sais pas si ça change tout. Hein. Tu mènes 2-0. Tu mènes 2-0 et après c'est expérimenté qu'OKC. Après tu joues à domicile. Oui, mais c'est sûr. Mais je me prononcerai pas autant. Je dirais pas que ça changerait tout. Hein. Le basket, on a vu des retournements de situation. C'est chaque année. Mais quand tu as une équipe de... Alors je pense à... ça a double tranchant. Soit ils mènent 2-0 et c'est des petits jeunes donc ils sont galvanisés à fond, soit à l'inverse ils s'écroulent. On a vu des 2-0 qui se transforment en 4-2. Pardon, non, je pense pas qu'il s'écroule. On a oublié de rappeler quelque chose, c'est que Shai prend l'MVP un jour avant le match 1. Et il reçoit le trophée juste devant Wembanyama. Voilà, Wembanyama voit Shai porter le trophée devant lui. Il a clairement dit. Il était en mission, le mec, et je pense que toute la série ça va être ça. Donc on va avoir un Wemby assez stratosphérique. Oui, c'est sûr. Donc en vrai, je pense que les Spurs peuvent passer. Puis après, on sait que face à une équipe de l'Est, probablement les Knicks, ça devrait aller. Sur Wemby aussi, le premier match, il joue 49 minutes. Alors il y a 2 overtime, mais c'est rare de le voir jouer autant sur un match. Et tout le long du match, il a gardé la même intensité. Il n'a pas faibli, il n'y a pas eu un petit coup de mou à un moment donné. Il a été un chouille maladroit à la fin. Il permet au KC de revenir dans le match à égaliser. Mais sinon, à part ça. Après, il y a le 3 points stratosphérique à 105-108. Tu vois. C'est ça qui est dingue aussi. C'est parce que on a beaucoup critiqué Wembanyama parce qu'il shootait beaucoup à 3 points en début de saison, notamment. Le match 1, il tire 2-3 points. Tous ses paniers sont dans la raquette, à part ce fameux tir où il envoie. Parce que s'il rate ça, le match est fini. À part Steph Curry, personne ne prend ces tirs-là. Ça fait penser, c'est vraiment le même tir. C'est le même tir. Moi, je pense que cette série, par contre, elle va aller en 7. Dans tous les cas, je pense que cette série va aller en 7, va aller au plus loin. Ce serait énorme. Je sais pas qui peut gagner.
6 ou 7. 6 ou 7. Ouais, attention quand même, si les Spurs mènent 2-0, tu reviens à domicile, je vois pas faire OKC 3. se faire manger en 5 ou en 4. Non, mais le truc, c'est que le truc, c'est que en 4, j'irai pas jusque-là, mais le truc, c'est là, ils gagnent ce soir. Après le 3e, ils sont chez eux, donc ils sont plus avantagés. Tu mènes déjà 3-0 dans ce scénario-là. Il n'y a aucune équipe qui est revenue d'un 3-0. 3-0, remonter ne serait-ce qu'à 3 et après perdre le 7e. Non, c'est sûr. Mais le match de demain, de ce soir, va dire beaucoup de choses. Si les Spurs arrivent à gagner 2 matchs à Oklahoma City, ça voudra dire vraiment quelque chose de la série. Ils gagneront sûrement la série, pas forcément assez rapidement, mais ils gagnent 2 matchs à l'extérieur. Et je pense que même mentalement, par la OKC, ça veut vraiment détruire des espoirs dans l'équipe, des personnes qui ont un petit peu moins de mental. Et puis en saison régulière, il faut oublier que la bête noire d'OKC, c'est les Spurs. C'est la seule équipe qui les tape plusieurs fois. 4-1 ou 3-1, il y a eu 5 ou 4 matchs, je sais plus. En tout cas, ils ont 3-1 ou 4-1. C'est la seule équipe qui les a dominés sur la confrontation. En tout cas, on verra ce soir. Et puis aussi, même si pour la question de est-ce qu'ils peuvent le faire, même s'ils passent en plusieurs en 7 matchs ou quoi, de toute façon je vois pas non plus les Knicks gagner en 4-0, donc en tous les cas je pense pas qu'il y aura un écart de fatigue qui est énorme en finale. On verra. En tout cas on verra ce soir si les Spurs arrivent à passer à 2-0, ça serait quand même assez exceptionnel et surprenant. On va passer à la NHL parce que Montréal s'est qualifié pour la première fois depuis 1993 en finale de conférence. Après une série serrée au premier tour contre les... C'était qui déjà au premier tour les Tampa Bay, le Lightning, ouais. Ils ont encore été en 7 matchs contre Buffalo. Déjà grosse perf contre le Lightning. Oui. Le Buffalo... Moins grosse perf. Game 7, c'est un peu décevant. Enfin, ils auraient pu le plier assez rapidement. Et même au premier tour, ils menaient 3-2 avant de se faire rejoindre. En tout cas, ils ont passé 2 séries en 7. Et ils ont gagné les 2 Game 7 et le dernier en overtime sur un tir fou de... J'ai oublié son nom, mais c'est pas important. Et sur un tir du coup qui finit le match parce qu'on rappelle en NHL les prolongations, un tir et c'est gagné. C'est but en or. Voilà. Alors Montréal n'a plus gagné de titre depuis les années 90. Ils vont faire face à une équipe de Caroline qui a fait 4-0. Eux, ils ont joué 14 matchs. En face, ils jouent contre une équipe qui a joué 8 matchs. Est-ce qu'ils peuvent le faire ? Est-ce qu'ils peuvent aller en finale pour la Stanley Cup ? Et est-ce qu'en finale, ils pourraient gagner la Stanley Cup ? Ils sont cuits, mais cuits de chez cuits. Avec tout le respect, je leur souhaite d'aller le plus loin possible. Mais s'ils prennent déjà 2 manches, s'ils gagnent 2 manches contre les Hurricanes, ce serait un exploit phénoménal. Parce que tu l'as dit, en face, ils sont en 8-0. Eux, ils ont joué 2 Game 7. Ils sont morts. C'est un effectif jeune, donc certes, quel cardio. Mais arrivé à ce stade de la compétition, t'es fatigué. C'est dur, t'as accumulé tellement de choses. Et là, tu dois te retrouver contre le premier de la conférence Est. C'est dur. Et puis, si jamais ils ont le bonheur de passer, la chance de passer en finale de la Stanley Cup, t'as les Avs qui ont fait une saison historique, une saison record, qui eux sont en 8-1. Donc franchement, je sais pas comment on pourrait faire la comparaison NBA, mais genre c'est comme si là tu dois jouer la 2e meilleure équipe du monde et ensuite en finale tu dois battre la meilleure équipe du monde. Donc je sais pas comment ils vont s'en sortir. Après, ce qu'il faut dire, c'est que dans ces moments-là, est-ce que le fait de jouer plus de matchs, tu peux pas un peu te galvaniser ? Et aussi, tout le monde les voit perdants contre les Hurricanes. Donc je sais pas, je pense que dans ces moments-là où on le sait, le hockey sur glace aussi, c'est un sport où ça se joue sur vraiment des détails. Et je sais pas, on peut se dire que la pression accumulée au fait que les Canadiens, ils ont justement moins de pression, ils sont vus en perdant, ils peuvent faire la surprise. Après, pour créer la surprise et aller en finale de la Stanley Cup, ça reste un scénario possible. Maintenant, créer la surprise, aller en finale, puis recréer la surprise pour gagner la Stanley Cup, ça va être. Ça serait le titre. Faut regarder la cote là pour rigoler, mais franchement, c'est. Non, mais après, je pense que s'ils ont une opportunité à saisir, c'est dès les premiers matchs. Ils ont gagné le premier match là-bas. C'est ça, parce que ça fait plus longtemps qu'ils n'ont pas joué. Ça fait 12 jours, presque 2 semaines qu'ils n'ont pas joué. En fait. Alors que Montréal, ils ont beau être fatigués, ils sont dans le rythme. Ils sont vraiment dans le rythme des playoffs avec cette intensité des playoffs. Ça peut leur porter préjudice parce qu'encore une fois, chaque équipe, chaque style de jeu. Là, ils ont joué 7 matchs contre une équipe où ils se sont adaptés c'est dur ce soir. Adapté petit à petit au style de jeu de l'équipe. Là, bam, tu recommences limite à 0 contre une équipe 2 fois plus forte. Après, moi, encore une fois, ça dépend. Ils peuvent créer la surprise parce qu'en plus, le truc, c'est que t'es les Hurricanes, tu
n'a pas eu pour le moment une seule défaite en play-off. Tu arrives en finale de conférence. Imaginons que dans un scénario fou, tu perds le Game 1. Bah, le doute il est installé. Ouais. Et après, c'est le même exemple avec OKC. OKC sort de 8-0, ils perdent le Game 1, ils ont le doute maintenant. Et là, c'est le même scénario, franchement. En plus, avec un Français dans chaque franchise. Ça serait dingue. Je pense qui fait une très bonne série en plus dans les deux. Je pense que leur destin est lié. Si les Spurs passent, Montréal passe aussi. Ça serait incroyable. Là, si les deux passent, là on fait la fête. Là, vous avez déjà dit beaucoup de choses. Les Hurricanes se sont reposés 8-0. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Ils ont complètement détruit leur adversaire. Et puis Montréal, ils subissent beaucoup trop. Chaque match, il y a le gardien Jakub Dobbs qui fait... Il est héroïque depuis le début. Est-ce qu'il va tenir jusqu'au bout? Je ne sais pas. Mais ça va être dur. Hein. Tu subis. Au bout d'un moment, tu vas finir par le payer. Et j'espère pour eux que ce ne sera pas justement contre les Hurricanes. Mais... Et puis, il y a aussi un problème. C'est que, pour le coup, les Hurricanes, leur attaque, elle est très en forme sur leur match. Et puis Montréal se prend beaucoup de pions. Et c'est ça. Contre Buffalo, qu'ils ont réussi à battre en 7 matchs, il y a le 3-3, je crois, ils ont perdu 8-3. C'est ça. Wow. Et le problème, c'est que quand tu as une équipe qui est fatiguée parce qu'ils ont joué beaucoup de matchs et qui est en plus a une défense qui a des fragilités, contre une équipe qui est en grande forme et qui en plus a une attaque qui met beaucoup de buts, ça peut être vraiment compliqué pour le coup. En tout cas, on verra. On espère pour notre Français. Mais franchement, s'ils s'arrêtent là, c'est déjà monstrueux. Ce qu'ils ont c'est historique. Finale de conférence, les premières depuis plus de 30 ans. Ils ont réussi leur saison. Ouais. C'est un bon signe pour l'avenir. Ils ont un effectif jeune et ça va c'est le plus jeune en playoff, le plus jeune à s'être ici à ce dernier carré. On va passer à la suite. On va passer à l'actualité. Fabio, tu vas nous parler de la course la plus mythique des États-Unis. Des 500 matchs d'Indianapolis. C'est ça. Pour quelques instants, on va oublier un peu les playoffs NBA ou NHL. On va attaquer. C'est la course la plus mythique des États-Unis et la plus dangereuse, ou l'une des plus dangereuses de la planète. C'est les 500 matchs d'Indianapolis. Pour faire simple, on prend 33 pilotes prêts à tout. On les installe dans des monoplaces de 700 chevaux et on les fait tourner à gauche, en rond, pendant 800 km, soit 200 tours de suite. Et le tout à plus de 350 km/h de moyenne. Et sur les tours qualifs, c'est encore plus élevé. Alors ça paraît dingue, surtout que, petit rappel, ça tourne à gauche. Le volant n'est pas droit en ligne droite. C'est vraiment incroyable. La voiture aussi est déséquilibrée. Elle est plus lourde à gauche pour tenir. C'est vraiment un sport d'américain, ça. Tourner en rond pendant 800 km. Et c'est pas une simple course géniale. Vraiment, il y a un aspect spectateur de fou. Les billets sont vendus longtemps à l'avance. Et c'est un engouement énorme aux États-Unis. C'est le plus grand engouement en sport mécanique aux États-Unis. Ça dépasse même la F1 qui vient 3 fois par an aux États-Unis. C'est un des joyeux de la triple couronne. Ouais. Il y a un seul pilote qu'il a eu dans l'histoire, c'est Graham Hill. Donc c'est avec le Grand Prix de Formule 1 de Monaco et les 24 heures du Mans. C'est quelque chose que je pense qu'a essayé d'avoir Alonso, qui a le Grand Prix de Monaco et les 24 heures du Mans. Max Verstappen risque d'y passer, je pense, d'ici quelques années quand il partira de la F1. En tout cas, c'est vraiment quelque chose de très significatif de gagner les 500 miles d'Indianapolis. Et surtout, le droit d'enfiler une bouteille de lait sur le podium. Alors, me demandez pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas d'explication. C'est juste les Américains qui sont des fois un peu spéciaux sur leur tradition. Mais cette édition, en tout cas, elle va être exceptionnelle. Cette fois-ci, c'est Alex Palou qui est en pôle. Alex Palou qui est actuellement le meilleur pilote d'IndyCar. Il n'a vraiment aucun adversaire. C'est le gagnant de l'année passée, le poleman de cette année et le gagnant du championnat du monde de l'année dernière aussi. Il est vraiment intouchable en ce moment, mais il va devoir surveiller ses rétros parce qu'il y en a quand même des gars qui sont prêts à essayer de le titiller un petit peu. Il y a Pato O'Ward qui est un grand champion de l'IndyCar qui est très solide là-bas, Newgarden aussi. Et puis on a aussi notre petite touche française, tricolore, Romain Grosjean. Il partira donc de la 23e place. Il n'a jamais très bien performé aux 500 miles d'Indianapolis. Il y a eu même un gros crash il y a 2 ans à Indianapolis. Rien de grave, heureusement. Mais en tout cas, on peut espérer peut-être cette année une meilleure performance que d'habitude. Mais en tout cas, ladies and gentlemen, start your engines, comme ils le disent à chaque fois. Cet événement, est-ce que vous le connaissez déjà avant? Et est-ce qu'il vous intéresse? Et est-ce que cette course, elle mérite cette autorité? Moi, j'ai juste une question. Après, je ne suis pas du tout un amateur de sport mécanique, etc. Mais je me demande, et j'ai l'impression que Camille me suit un peu dans cette dynamique-là, comment tu peux t'enfiler
200 tours et juste c'est un tour rond et les gens ils roulent. Alors ça va vite. Il y a beaucoup de dépassements ou pas? Ouais. Ah oui, ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas. La Pour le piste coup, il y a la piste énormément est de vraiment dépassements. large en fait. Là on le voit, la piste Ouais. Et vraiment large. ça dure combien de temps en général? En fait, ça peut beaucoup varier parce que. S'il y a des drapeaux rouges, C'est etc. ça. En fait, il y a énormément d'accidents. Chaque année, il y a une quantité d'accidents qui sont énormes. Il y a tout le temps des gros crashs. Ah, mais Il y a quelqu'un qui a été sur les essais libres. Il y a quelqu'un qui a été. Non, mais en fait, du coup, ça varie beaucoup en fonction des années. Mais une course peut facilement durer plus de 4 heures. Ce qui fait qu'en soi, les gens ils vont pas forcément le regarder pour l'aspect conduite, mais ils vont regarder pour voir des crashs, quoi. L'aspect spectacle. C'est pour ça que ça marche aux États-Unis. C'est le truc. C'est le truc américain. Les Américains ils fonctionnent sur du divertissement et ça c'est la course de divertissement. Puis t'es là, t'es dans les gradins, tu rates 20 tours, t'es avec ta famille, ton hot dog, tu t'en fous. Enfin, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est un événement famille. Je sais pas le prix des places. Je pense que ça doit être. C'est assez élevé. Je sais pas, j'ai pas en tête non plus. Mais franchement, de loin, avec le point de vue d'un Européen, à la limite. Sur place, voir peut-être l'ambiance, ça doit être quand même fou parce que c'est les États-Unis, quand ils font les choses bien. Enfin, ils essayent de faire les choses bien. Mais c'est la course la plus américaine de toute façon qu'il existe. Il n'y a pas photo avec le NASCAR, mais c'est vraiment dans la démesure absolue. Il y a un truc assez intéressant, c'est que les courses sont très souvent serrées jusqu'au bout. Même si c'est 4 heures, c'est 4 heures où tout le monde se dépasse. Et le moindre accident, il peut te coûter la course parce que tu repars de tout derrière. En fait, ça, c'est grâce justement à tous les accidents, parce qu'avec toutes les voitures de sécurité, il y a tous les pilotes qui recollent. Ou des fois tu vas te faire prendre dans un crash qui était devant toi, c'était des retardataires, etc. Et en fait, pour le coup, jusqu'au dernier tour, en fait, on ne sait pas vraiment qui va être le gagnant. Et je sais qu'il y a 2 éditions, on avait eu ça. Dans le dernier tour, un restart, il reste un tour. Et en fait, c'est la bataille, un tour, tout le monde est collé pour savoir qui va gagner. Donc des fois, on a des fins épiques où vraiment ça se joue à rien, un peu comme dans Cars des fois. Mais ça me fait penser à Cars. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est ça qui est assez dingue, mais c'est sûr que c'est particulier. Je pense qu'il y a peu de personnes qui regardent vraiment toute la course. Moi, je sais quand je le regarde, je regarde un peu le début, un peu le milieu, un peu la fin. C'est diffusé en France, ouais. Ok. Canal qui diffuse l'IndyCar, qui diffuse le championnat d'IndyCar depuis quelques années maintenant. Et surtout avec Romain Grosjean, à chaque fois, ils font un petit peu plus. Chaque année. Toi, ça t'intéresse un peu? Non, pas du tout. Non, mais comme vous l'avez dit, c'est plutôt dans la culture américaine, dans la culture européenne. Nous, on a plus dans les sports méca, la MotoGP, la Formule 1. On n'a pas trop le Indianapolis. Voilà, c'est ça. Regarder des voitures qui tournent en rond, c'est peut-être pas le plus divertissant. Voilà, il y a moins de hype du coup que peut avoir la F1 ou des choses comme ça. C'est aussi moins visible, même si tu dis que c'est diffusé en France. Il y a moins de com là-dessus. Moi, avant que tu en parles, je ne savais même pas qu'il y avait les 500 miles d'Indianapolis. Donc, par contre, aux États-Unis, c'est la course automobile la plus regardée, même par rapport au NASCAR et tout. C'est dingue, mais c'est vrai que c'est pas du tout européen. Oui, là-bas, je sais, c'est une institution. C'est la 110e édition, je crois. Partie de la triple couronne, donc ouais, c'est une institution quand même. Après, c'est une course qui a perdu un petit peu de sa fame mondiale il y a quelques années. C'est devenu un peu moins prestigieux qu'avant. Alors, c'est toujours dans la triple couronne, mais c'est quand même catégorisé souvent comme en dessous des 2 autres courses de la triple couronne. Parce qu'il y a des pilotes, disons il y a beaucoup qui se jouent à la chance aussi, à l'opportunisme, etc. Par exemple, Ericsson, qui était un pilote moyen, très moyen en Formule 1, qui s'est fait absolument détruire par Leclerc quand Leclerc est arrivé en Formule 1 chez Alfa Romeo. Alfa Romeo, merci. En fait, il a réussi à gagner la course un peu sur un coup de chance. Donc c'est pour ça que dans l'estime de certains Européens, ça redescend un peu, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus, entre guillemets, simple, parce que c'est pas simple, mais d'arriver à gagner là-bas que de gagner aux 24 heures du Mans ou à Monaco. Après, ça doit être extrême, mais en termes de compétences de pilotage, il en faut peut-être moins que sur les 2 autres. Enfin, déjà, rien que le GP de Monaco, déjà, faut être parmi les 20 meilleurs pilotes de F1 du monde pour ne serait-ce que partir. C'est ça. Donc déjà, rien que pour y participer, le niveau, c'est quand même une marche au-dessus. Il y a combien de voitures? 33. 33. Ils y participent pas forcément tous. En fait, sur le championnat d'IndyCar, pas toutes les courses sont obligatoires. Ça, c'est une course qui n'est pas obligatoire. C'est comme si en F1, ils faisaient une manche bonus qui n'est pas obligatoire. Et comment tu participes? En fait, c'est des pilotes qui sont en IndyCar. Ils décident s'ils veulent participer ou pas. Romain Grosjean, par exemple, au début de sa carrière en IndyCar, décidait de ne pas le faire parce qu'il avait peur. Parce que c'est très dangereux. Pour le coup, au niveau des crashs, c'est vraiment très violent.
et parce que sa femme, elle n'était pas pour au début. Puis après quelques années en IndyCar, il a décidé de passer le pas parce qu'il dit c'est bête en fait si je fais pas. C'est le but un peu. C'est ça, quand t'es en IndyCar, c'est dommage si tu fais pas les 500 miles. Et du coup, depuis il le fait et malgré qu'il a eu des gros crashs, il a toujours voulu le faire. En tout cas, on verra, c'est dimanche à 18h45. C'est ça, départ à 18h45 et l'arrivée en fin de soirée. On sera tous devant notre télé, je pense, à regarder la totalité de la course. Absolument pas. On va passer au débat parce que la Coupe du Monde, c'est dans moins d'un mois. Oui. On a tous hâte, là, vraiment. Ouais. Et la question est, qui va gagner la Coupe du Monde le 19 juillet ? On va tous dire la France. Cap-Vert. On va tous dire la France. Donc la question plus sensée, est-ce que la France est l'unique grand favori ? Non. T'as dit on va tous dire la France. Mais... Allez. Tu vas dire quoi, toi ? Moi, Curaçao ou Haïti. Haïti. Est-ce que la France est le grand favori de ce mondial ou on voit quelqu'un d'autre ? Je pense pas. Je pense qu'on a trop mis, mais je sais pas si c'est en France ou mondialement, mais on a trop mis la France en mode vas-y, c'est eux les grands favoris, ils vont gagner ou quoi. L'Espagne, ils voient que par l'Espagne, l'Angleterre. Mais quand même, je trouve que en France, on a beaucoup ce truc-là, alors que même le sélectionneur, il l'a dit, des pays favoris. Il y en a 6 au moins. Et est-ce que nous, on a une chance sur peut-être beaucoup d'autres favoris, c'est que nous, on a une profondeur du banc exceptionnelle. On a 2 équipes. On a 2 équipes. Mais par contre, c'est une Coupe du Monde. C'est pas forcément le mérite qui prime, ça se joue sur un match. C'est jamais la meilleure équipe qui gagne. J'espère qu'on va passer les poules quand même. Oui. Et c'est vrai que c'est rarement des fois, la meilleure équipe qui gagne. Sur le papier, des fois, la meilleure équipe sort en poule. On l'a vu en 2002, on arrivait pareil, un grand favori, champion du monde, champion d'Europe. Les 3 meilleurs buteurs d'Europe, Trezeguet, Henry, Cissé et Zidane, et on n'a pas marqué un but. C'est pour ça, les trucs de favoris, moi, ça me saoule. Il y a tellement de grosses équipes, t'as des petites équipes qui vont faire la surprise, c'est sûr, comme tous les 4 ans, que ce soit à l'Euro, à la Coupe du Monde. C'est chiant, moi ça me saoule de dire la France est favorite, l'Espagne est favorite, c'est impossible. Et surtout le nouveau format, il favorise ça. Il favorise en plus les surprises des petites équipes. Donc après c'est peut-être un peu au détriment des grandes équipes. Après je sais pas si c'est pas plus mal, mais il y aura beaucoup plus de petites équipes, donc beaucoup plus de petites équipes qui vont atteindre les éliminatoires. Et à partir du moment où tu es aux éliminatoires, c'est sur un match. Après, bien sûr que faire un exploit sur un match, puis sur 2, puis sur 3, puis sur 4, non, là, ça on ne voit pas Haïti gagner la Coupe du Monde. Mais par contre, à partir du moment où tu es en 16e, tu peux faire 1 ou 2 exploits. La France peut faire sortir en 16e sur un but de... Bon, pas Haïti, mais... Ouais, Haïti, ça va... Non, mais par exemple, même la Colombie, qui est une nation vraiment... qui est une bonne nation, peut battre facilement la France en 8e de finale sur un match. En fait. Facilement, j'arrive pas là, mais... Sur un match. C'est possible. Sur un match, tout est possible. Tu mets le but, tu gagnes au tir au but, c'est la Coupe du Monde. Après, je pense que la profondeur de banc, tu l'as dit, elle est très bonne en France. Elle est peut-être plus importante que les dernières éditions. Parce qu'il va faire très chaud. Très très chaud. Il y aura même des pauses à la moitié de chaque mi-temps. Et puis un match de plus. Et un match de plus. Donc en fait, on a une équipe où on a vraiment pour le coup 2 équipes. Alors on a un peu moins de remplaçants au milieu, mais en attaque, c'est phénoménal. Je pense que ça peut être quand même un vrai plus. Après, je suis totalement d'accord avec vous sur le fait que vraiment dire c'est l'ultra favori, il faut pas sûr. Parce que c'est en fait c'est ça. C'est en y arrivant comme ça que tu peux te faire surprendre. La France n'a pas une poule facile et je pense qu'arriver en se disant on est les winners, on va tout gagner, c'est là où tu peux te faire surprendre. En 2022, regarde comment on commence. En 2022, tout le monde nous voit au fond du gouffre. Au final, on fait une finale. Bon, on fait une finale où on joue pas, mais on joue pas 60 minutes, mais on fait une finale quand même. Oui, non mais le truc c'est que là la France elle arrive, elle a gagné la Coupe du Monde il y a 2 éditions, certains de l'effectif ont encore cette expérience là. Et puis on a fait que des grosses perfs là pour le moment. Depuis l'Euro 2016, on a fait que des grosses perfs dans les grandes compétitions. Par l'Euro 2021 qui est une petite déception, mais sinon c'est que des grosses perfs. Quand même. À part 2020, mais 2020 c'est quand même c'est particulier parce qu'on perd pas en soi, on le perd pas parce que on a un manque de niveau ou quoi, on le perd surtout pour tout ce qu'il y a à côté, on perd parce qu'il y a trop d'ego, on perd parce que Didier Deschamps il tente une autre formule. Je pense que dans cette équipe il y a moins d'ego que dans celle de 2021. Oui, largement. Parce que 2021 on avait les joueurs se connaissent moins. Les joueurs, je pense que se connaissent moins. Il y a une moins bonne alchimie. Mbappé, il arrive avec une saison de merde dans les pattes. Et c'est pas justement ça qui va le lancer. Après, en 2018, le groupe il s'est formé après. En 2022, le groupe s'est formé après. Ils ont un mois pour se reconnaître. Ouais, au final, en 2022, les joueurs se connaissaient pas plus que ça, à part les cadres. Mais là, les cadres, ils se connaissent aussi, au final.
Si, et puis on peut quand même compter sur l'expérience du coup acquise en 2022. C'est sûr. Bon, en Même 2024, 2018. on va en demi à l'Euro, mais on n'est pas bon. Oui, on n'est pas bon. L'Euro, Mais- il est horrible, mais on Et va en l'euro, demi tout quand même. l'euro on va en était demi. horrible de toutes les équipes. L'Euro, il faut l'oublier celui-là. Ouais. Mais quand Mais même, après, il faut l'oublier sur la moitié de notre jeu, parce qu'au final, notre jeu défensif, il est très bon. Ah oui, oui. C'est juste que c'est chiant à regarder. Mais notre Et jeu puis même défensif les- est En très bon. 2018, on gagne un peu voilà. comme ça. hein. mais les derniers matchs. Le dernier match, pas Quand toute tu la veux, Coupe du Monde. Ça, ouais, ça On gagne la Belgique comme ça. Le Pérou, on galère, on gagne de 0 en poule, on galère contre le Pérou, on fait 0-0 Ouais, même contre le contre- Danemark. Même contre l'Australie, tu gagnes. Non, Ouais. l'Australie, ça allait. Ouais, Mais l'Australie, quand tu regardes les derniers matchs amicaux que la France a fait, c'était Brésil-Colombie. Ouais. Au Brésil, Colombie. Tu domines les 2 fois, tu Ouais. joues bien. on a vraiment vu ça sous des ça surtout joue que bien. C'est alors, ça, c'est peut-être tu le domines- meilleur ça qui fait moment. peur. Tu domines les 2 fois et c'était presque une équipe qui n'était pas du tout la même sur les 2 matchs. Ah, mais c'est ça. C'était En presque plus, l'équipe A, différents. l'équipe B sur les 2 matchs. C'est ça qui est assez Et impressionnant. la comparé à l'Euro 2022, Didier Deschamps il tente une nouvelle formule qui est déjà belle à voir, donc ça c'est toujours sympa. Ouais. Je préfère perdre. Enfin non, je préfère quand même gagner la Coupe du Monde. Mais dans le sens où je préfère perdre en quart de finale avec un beau jeu que de perdre en demi-finale avec un jeu Ouais, je moisi. comprends. Mais surtout là, donc c'est beau à voir et c'est plus offensif. Donc c'est une nouvelle tentative qui pour le moment a l'air de plutôt bien fonctionner. Hein. Surtout que c'est ce que un peu ça correspond un peu avec l'exigence des joueurs actuels. Et la France joue bien. Je pense que la dernière fois que la France a bien joué, c'est les années 80 avec Platini où on jouait bien et on perdait. Non, mais c'est- L'Euro 2000, Non, le mais match de oui, l'Euro 2000, oui, c'est oui, costaud. non, mais hein. je- 1886, en- le dernier bon match. En je crois. Coupe du Monde, à l'époque, la France était la meilleure nation et elle perdait tout le temps en demi contre l'Allemagne qui jouait un jeu de merde. 98, on a joué un jeu de merde, on a gagné. 2018, c'était moins un jeu de merde, mais quand même, on a gagné. En fait, la France en Coupe du Monde. Oui, mais non, mais alors c'est pas oui. impossible qu'ils refassent la même. hein. Mais alors quand tu dis ça, quand on gagne. Quoi Parce que, Oui, parce oui, qu'il oui, y bien a sûr, plein de oui. compétitions Oui, où c'est on bien n'a sûr. pas gagné, mais on Oui, a eu non, de bien très sûr, beaux bien sûr, jeux. bien sûr. Mais moi, ça me fait penser à ce truc-là, de la France qui est la meilleure équipe du monde et qui risque de se faire avoir à l'expérience par une nation. Par exemple, l'Angleterre, qui à l'Euro a fait un jeu vraiment poussif, un peu comme nous. Si on tombe contre l'Angleterre et qu'ils nous mettent un but sur penalty en Non, demi, l'Angleterre. Non, tu peux les L'Angleterre, je rayer. les vois déjà. pas. Non, mais, L'Angleterre, tu peux les S'ils rayer. passent l'écart, c'est bien déjà. c'est un exemple Non, comme mais ça. pareil, Tu- L'Angleterre, un jeu de bâtard, un but sur la tête, ça met le but C'est ça. après. C'est ça que je veux dire. Si la France. L'Angleterre, je peux entendre tous les Mhm. favoris, mais l'Angleterre, pour moi, ça reste une grosse équipe sur le papier, donc forcément, tu les classes dans les 6-7. Maintenant, s'ils gagnent vraiment, je pense que c'est l'équipe où je suis le plus choqué, sans compter les. Oui, bien sûr. C'est Genre vraiment, dans les favoris. Dans les favoris, outsiders. si c'est l'Angleterre Ok. qui gagne, c'est, je pense, l'équipe où je suis le plus étonné. Mais vous n'avez pas peur quand on joue au bien, la France perd en fait juste le but du possible, match mais c'est gagné. c'est le J'ai jeu. peur qu'ils soient Mais- trop offensifs. Ils ont un Moi- armada offensif de fou et j'ai peur que c'est leur jeu des tours. Après, ça reste Didier Deschamps. Il saura faire la part des choses et dans les matchs qui comptent, dire ce qu'il faut faire, qui ne jouera pas, qui joue. Et après, il a dans- assez d'expérience pour ça. Il a tout Dans, gagné. Ouais. dans les joueurs offensifs, on a aussi des joueurs qui peuvent être un petit peu là au milieu, en soutien du milieu aussi. On a des joueurs qui sont pas. On a des joueurs qui sont pas aussi dans les 9 attaquants, on a des joueurs qui sont pas des 100% attaquants, des Ouais. mecs qui foncent devant. On a aussi ce petit point Ouais, c'est fort là. C'est sûr qu'on a que 5 milieux, mais après on a des mecs On a comme des mecs qui jouent, Olysée ouais. qui redescendent bien, C'est qui ça, ouais. savent bien gérer ça. Et On a puis, des Cherki. Mbappé qui Mbappé, défendent. Pas sûr de Non, leur et faute. puis- Non, mais il y a Dembélé qui fait les efforts. bien sûr, non, ouais, c'est c'est vrai. Et puis on a de tout. Depuis le départ de Griezmann, on avait un manque de création qui est comblé maintenant. On manque de rien. Si on voit dans les aspects du jeu, on manque de rien. Donc après, bien sûr que les trucs de favoris, comme dit Camille, on peut pas Bien savoir. sûr. Mais en tout cas, sur le papier, c'est Ouais. alléchant et Ah on oui. manque de rien. Alors, la question 1 milliard d'euros. Qui sera champion du monde en 2026, Camille? Objectivement ou le cœur? Je m'en fous, tu dis la réponse. Le Portugal. Il y a ta mère qui a dit pareil dans les commentaires, donc ça fait 2. Vas-y Mathéo. Ouais, la France. Moi, je vois la France, mais de tout juste en finale. Ok. Je porte pas l'œil, moi. Ok, tu dis rien. Je dis rien non plus, allez. On va passer au quiz. On va commencer avec un vrai ou faux sur la NBA. Faux. Laissez-moi aller au bout de la question. Donc, Victor Wembanyama a 22 ans. S'il va Ouais. au bout, s'il va au bout et gagne le titre de MVP des finales, sera-t-il le plus jeune à remporter ce titre? Faux. J'ai dit en premier. C'est Nike, il est en premier. Et c'était qui le plus Moi, je jeune? sais. Ah, en plus. C'est Magic. Magic Johnson a 20 ans en 81. 1980, 79-80.
Et il finit. J'étais plus sûr que c'était 80. Il était rookie. Il est rookie. Il ouais, est c'est rookie. ça, c'est Il ce est que rookie, j'allais il dire. gagne. Il est rookie. Et il joue au poste de pivot. Il joue au Pas pivot dans le dernier match parce que Karim va, est blessé. c'est ça, Et ouais, il met 42 Et points. pourquoi Magic Johnson, c'est un peu une des seules stars du basket dont les non-fans de basket entendent jamais parler? Jamais parlé? Bah, moi, avant que je m'intéresse un peu au basket, j'avais jamais entendu ouais parler de Magic Justement, moi Johnson. je pensais que c'est c'était un des seuls, moi. moi je Ah j'aurais dit ouais que c'était un des seuls qu'on connaissait aussi. Moi, c'était Ah Parker, parce qu'il est Ouais, français, français. Jordan, Kobe. LeBron James, Kobe. et même Wow. Kobe. Ouais, tu vois. les Shaq. T'as jamais Mais- entendu parler de Magic? Magic Magic Johnson. Déjà, le mec, on l'appelle avant- Magic. maintenant, Ouais, oui, oui, mais bien avant, sûr. non. Bah, Curry, parce qu'il est actuel. Ouais. Mais Magic Johnson, Ok. avant que je m'intéresse au basket. Mais justement, c'est un des premiers genre qui s'est fait connaître en Europe avec il y avait la génération Magic et Bird. après, c'était peut-être Celtic. que expérience personnelle. hein. Oui, non, Mais, en régie, on dit que c'est pareil, qu'ils connaissaient pas Magic Johnson. Après, regarde la G. Ouais, après, regarde la régie, c'est sûr, t'as raison, Camille. On va enchaîner. Question de rapidité. Rapidité, hein, vraiment. Encore. On peut te couper. Faux. Non, rapidité, c'est. faut dire On quelque peut te chose. couper. Rapide. Oui, oui. Je suis comme Ok. Norman. Comment s'appelle le seul joueur NHL Bon. qui est français? Texier. Texier, Alexandre Texier. Bravo Camille, rapidité, ça fait 1 à 1. On va Alors. passer au juste prix. 28. Combien de Français ont remporté les 500 miles d'Indianapolis en 110 éditions? Enfin 109. 3. 3. Un seul. Ok. 5. Ok. Ou alors question piège, il n'y en a pas. Ah ouais. Si, il y en a. C'est à l'écoute. Je sais pas. 1, 5. Et je dis 4. Et c'est 4 Fabio, t'as dit au hasard, c'est dommage, je pensais que tu l'avais. Je me suis dit à 3, Alors, il y a 5. Il y a un Français qui a gagné en 2019, Pagenaud, comme Pagenaud. tu l'as dit, et sinon c'était en 1913, 1914 et 1920. J'avais Les gars- sur 1913. moi. Je vais t'arrêter là. Les gars, faites votre boulot, je sais pas. Joli. Non, mais je me disais que dans les années avant, il y avait peut-être même des pilotes français qui étaient en F1 et qui Non, mais avaient c'est fait tenter vraiment, la pige, mais. Année 20 et année 10. Bon. Fabio, un point, 1913, un point, 15, un point. 20. C'était les dur. premières éditions. Donc ça veut dire que Ouais, tout le monde peut Moi, j'avais gagner que sur les le jeu de fin. 1900, celui récemment. Sauf Mathéo. Non, le dernier jeu est sur 2 points. Bah, allez. Tout le monde peut gagner. Alors, pour le petit jeu, on va rendre hommage à une équipe de France. L'équipe de France de 2006, qui était en finale de la Coupe du Monde. Zinedine Zidane. On va faire un survivant. Chacun au tour, vous allez me dire un des 23 de la liste qui était en finale en 2006. Et on va commencer avec Naël parce que j'ai envie de l'aider un peu. Vas-y, Naël. Zinedine Zidane. Oui, Attends, 2006. Hein. 2006. Ok. Fabio. Tu rames. J'ai peur de dire une bêtise dès le début. Ouais, je te Moi, jure, je moi, dis j'ai trop peur de. Attends, je vais prendre ça au cas où. C'est trop la honte. Viera. Ok, bah j'ai. Ah, je vais dire j'ai trop peur. Vas-y. Henri. Oui. Ah oui. Ouais, non, mais oui. Oh. Ouais, mais Ah, en ça, fait, c'est- ça me semble tellement logique que. J'ai trop peur de dire une Vas-y. dinguerie. Dis pas une folie, hein. On a dit 3 joueurs, frérot. Là. Non, les gars. On a dit oh, 4 les joueurs gars, déjà. c'est grave. Il y a encore des champions du monde 98 hein, à Ouais, dire. c'est vrai. Je sais plus s'il jouait encore en fait. Dis pas une folie. Petit. Non, petit. Non. Ah ouais. Petit, je crois qu'il. Il a arrêté juste avant, non il arrête 2002. 2002, ouais. Ah ouais. Moi, En je, équipe de France. moi, je suis Merde. pas sûr non plus ce que Vas-y. je vais dire Barthès. Ah, Barthez, j'allais dire. bien sûr. C'était Ouais, le gardien ouais. titulaire, c'est sa J'étais dernière plus campagne. sûr, ouais, Ouais. c'est ça. J'étais plus sûr si c'était sa dernière campagne s'il avait arrêté avant. Mathéo. Ribéry. Ribéry, bien sûr. Ah putain, je l'avais, je me suis dit, je vais pas le dire, Non, c'est c'est une sa dinguerie. c'est sa première Coupe du Monde. Putain, Première mec, sélection. allez, vas-y, mon petit, c'est en Ouais, 2006. c'est ça. Putain. Claude Makelele. Bien sûr. Fabio. Ça devient terrible. Ah, j'en ai un encore. Ah, mais tu joues plus. Ouais, j'ai plus. Dommage. Madden. Non. Ah, j'en ai deux, mais Si j'hésite. je dois aider quelqu'un, c'est pas toi. Ah, franchement, j'ai pas. T'as rien J'ai rien. Mathéo. Galas. Oui, bien sûr. Et maintenant, j'hésite entre deux. Vas-y. Alors, lequel est le plus jeune Desailly Quoi Desailly. Non, de ça y arrête avant. Mathéo, pour confirmer ta victoire, tu continues. Je crois qu'au cage, il y avait coupé. Il y avait Coupé. Ouais. Et pour la suite, on va les dire un peu rapidement. Il y avait Michael Landreau aussi au gardien. Ouais. Vous avez Je savais pas oublié. qu'il était déjà là. Il y avait Eric Abidal. Oh là là. Ouais. Tu l'as pas dit Malouda. C'est celui que j'avais en tête. T'avais dit qui Ah, tu rames. J'avais Ouais. dit. Non, c'est moi qui ai dit, tu vois. Sidney Govou. Très Oui, aigué. Zidane. Will Tord. Trezeguet et Louis Saha. Et Ah, plein d'autres. Trezeguet. Ouais. Il y en avait plein. Trezeguet qui rate le penalty. C'est grave. Ouais.
Très qui rate le penalty et on perd la Coupe du Monde. Oui, non mais d'accord, mais par contre... C'était il y a 20 ans, les gars, vous décevez. Je pensais qu'on allait faire un peu plus de temps. Ouais. C'est dommage. Mathéo gagne le quiz sur juste le petit jeu. Bravo à lui. Le premier quiz gagné. Tout le monde a marqué des points. Tout le monde a marqué des points. Vas-y, on refait un jeu. Avant de finir, on va saluer. On va saluer nous tous. Salut. Parce que on est arrivé aux 10 000 abonnés en moins d'1 an et demi. Camille, est-ce que tu es fier de cette performance? Je suis archi fier. Donc c'est tous les comptes réunis sur tous les réseaux. Bien sûr. Donc 10K, c'est une belle perf et c'est que le début d'une longue aventure. Naël, un petit mot? C'est très bien. Un petit abonné. C'est bien. C'est bien. Je pense qu'on peut être fier de nous. Je pense que il faut c'est les une 3 belle points. perf. Il faut les 3 fois. Non, c'est super. On a 10 000 abonnés. C'est très cool. On réussit peu à peu à créer une communauté. Donc c'est cool. C'est cool. Et du coup, on se verra dans 2 semaines. On parlera des finales NBA qui seront déjà commencées le 3 juin, si je dis pas de bêtises. Finale NBA et finale NHL, bien sûr. Et on se revoit dans 2 semaines. Et merci à tous. Merci Aldéry en régie.